Africaines, Africains, je vous salue. Christophe Boisbouvier, c'est un journaliste hautement introduit dans les hautes sphères de la géopolitique, de la géostratégie française. Il a été pendant plusieurs années directeur du service Afrique de RFI. Et à l'occasion d'une émission tenue à Paris sur l'un des médias de l'apologie du terrorisme en France, Christophe Boisbouvier s'est exprimé sur la crise politique en cours au Sénégal et il a utilisé des mots qui sont un gisement d'informations sur ce que j'appelle, sans autre forme de procès, un projet de coup d'État néocolonialiste français contre le régime du PASTEF afin d'empêcher par tous les moyens possibles Ousmane Sonko, président du PASTEF, d'accéder à la présidence de la République dans ce pays. Sans plus tarder, écoutons l'intervention de Christophe Boisbouvier. Et dans un deuxième moment, je vous donnerai une analyse de ses propos. Diomaye Faye, il est redevable à Ousmane Sonko d'être président de la République, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est Ousmane Sonko qui lui a proposé le job, si j'ose dire. Et ça, évidemment, beaucoup de Sénégalais s'en souviennent aujourd'hui. Beaucoup de Sénégalais sont meurtris, en fait. Tous ces 54 ou 55% de Sénégalais qui ont voté dès le premier tour pour le candidat du PASTEF, je pense qu'ils vivent très mal ce qui se passe depuis une semaine. On commence par ce premier extrait. Les 54% de Sénégalais qui ont voté pour le candidat du PASTEF vivent très mal ce qui se passe depuis une semaine entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Autrement dit, Christophe Boisbouvier nous dit que ceux qui ont voté pour le candidat de PASTEF se préparent à le vomir. Ils se préparent à vomir le pouvoir PASTEF. Pas seulement à vomir Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est pourtant à l'origine de la crise, parce que c'est lui qui a décidé d'abandonner le programme de PASTEF pour obéir au programme de Macron, du néocolonialisme français, pour obéir à l'ancien programme de Macky Sall, eh bien d'Abdoulaye Wade, d'Abdou Diouf et de Senghor. Au lieu de dire que la population qui a voté à 54% pour Bassirou Diomaye Faye Moïse Sonko est très en colère face à cette trahison politique, Boisbouvier dit que la population est en colère contre tous les dirigeants de PASTEF, c'est-à-dire Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce qui, quelque part, nous dit déjà quel est le projet du néocolonialisme français, à savoir la chute du pouvoir PASTEF. Écoutons la suite. Parce qu'ils avaient mis beaucoup d'espoir dans cette alternance de 2024. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'ils décident tous les deux, qui sont dans ce choc d'ambition pour 2029, peut-être même avant s'il y a des élections anticipées, je pense qu'il faut qu'ils prennent en compte qu'ils n'ont pas le droit de décevoir tous les Sénégalais qui ont placé leurs espoirs en eux et qui n'aillent pas trop loin dans leur dispute. Parce que... Et donc, parce que, comme l'a dit Stéphane... Et donc, Christophe Boisbouvier avertit à la fois le coupable, Diomaye Faye, celui qui est en train de trahir le programme de son parti PASTEF, et la victime, Ousmane Sonko, qui a été limogé de la primature du Sénégal, alors même qu'il était en train de tenter d'exécuter et d'appliquer le programme PASTEF. Eh bien, Christophe Boisbouvier, eh bien, le porte-parole du néocolonialisme français, le porte-parole de Macron, les met dans le même sac. Et il dit qu'ils vont décevoir tous les Sénégalais, c'est-à-dire qu'ils vont être chassés du pouvoir ensemble. Si Bassirou Diomaye Diakhar Faye est considéré comme autant fautif qu'Ousmane Sonko, alors tous les deux doivent être dégagés du pouvoir. Et c'est ça la logique du raisonnement de Christophe Boisbouvier, dont je vous demande d'écouter la fin. Ce n'est pas des divergences très profondes. Oui, ils ne sont pas d'accord sur la restructuration de la dette par le FMI, mais ce n'est pas fondamental. Ils sont d'accord sur l'essentiel, sur le maintien du Sénégal dans la CEDEAO, sur la fermeture de la base française, etc. Donc je ne suis pas sûr que les Sénégalais comprennent que ça aille trop loin. Un choc entre deux ambitions. Donc, Christophe Boisbouvier nous dit que, normalement, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont d'accord sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Pour l'essentiel, ils sont d'accord qu'ils doivent forcément aller commander de l'argent au FMI pour faire fonctionner le Sénégal.
puisque le Sénégal est surendetté. Ils sont globalement d'accord qu'ils doivent rester dans une organisation politique qui est entièrement à la botte de la France, la CEDEAO. Ils sont entièrement d'accord qu'ils seront obligés d'évoluer en quelque sorte sous le sillage de la politique traditionnelle de la France-Afrique. Donc, eh bien, Christophe Boisbouvier dit qu'on ne comprend pas pourquoi, alors que Diomaye et Sonko, globalement, sont tous en réalité des ouailles de la France-Afrique, des ouailles du néocolonialisme français, des partisans de la CEDEAO, alors même que tous sont d'accord que d'une manière ou d'une autre, le Sénégal ne peut pas s'en sortir sans le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire sans l'Occident. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils continuent à se chamailler? Boisbouvier insiste en disant « Les Sénégalais ne comprendront pas que ça continue ». Autrement dit, les Sénégalais vont être déçus des deux et vont les chasser du pouvoir. Maintenant, je viens à mon analyse. En fait, que nous dit Christophe Boisbouvier? Boisbouvier est en train de dire que les dirigeants sénégalais, que ce soit Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou Ousmane Sonko, ont le choix seulement entre deux possibilités. Première possibilité, faire la volonté de la France. Faire la volonté de la France. Faire la volonté, eh bien, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, faire la volonté, eh bien, des institutions financières internationales qui sont sous le contrôle de l'Occident. Premier choix. Et deuxième choix, refuser de se soumettre à la CEDEAO, c'est-à-dire refuser de se soumettre à la France de Macron, refuser de se soumettre à l'Union européenne, au FMI et à la Banque mondiale, et dans ce cas, ça va se passer très mal. Donc, voilà les deux choix que Christophe Boisbouvier place devant, eh bien, Diomaye et Sonko. Or, en fait, par rapport à ces deux choix, le choix de se soumettre à la CEDEAO, le choix de se soumettre à Emmanuel Macron, le choix de se soumettre au FMI ou à la Banque mondiale, tout le monde voit très bien que c'est le choix de l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais il y a un problème, c'est que Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas de majorité parlementaire pour appliquer ce choix. Car il a été élu sur le projet panafricaniste de PASTEF. Par conséquent, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique. Écoutez-moi bien. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique dans le système politique sénégalais parce qu'il n'a pas de majorité parlementaire qui lui soit acquise. Il a limogé en pleine nuit son président de parti PASTEF, son camarade, son mentor, celui-même qui lui a fait la passe pour être président de la République. 3 jours plus tard, Ousmane Sonko, tel le Christ, tel Osiris, tel le phénix de la mythologie grecque, renaissait comme président de l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est-à-dire dauphin constitutionnel du président de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se prenait à cette occasion un camouflet démocratique, puisque par 132 voix sur 165, le parti PASTEF donnait soutien total à son ancien Premier ministre, à son président en exercice et l'élisait président de l'Assemblée nationale. Donc, si on analyse froidement les choses, avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les 4 volontés de la CEDEAO? Il n'en a pas. Avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les exigences de son nouveau copain de jogging, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron? Bassirou Diomaye Faye n'a pas de majorité parlementaire pour gouverner. Son premier ministre, Al-Aminou Amadou Lo, n'a aucune majorité parlementaire pour gouverner. Donc, ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de Macron. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations du FMI et de la Banque mondiale. Par conséquent, Bassirou Diomaye Faye est bloqué et Christophe Boisbouvier nous dit que la France va chercher une solution autre que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Si on regarde l'autre bloc de la majorité au pouvoir, à savoir le véritable chef du parti majoritaire,
le véritable chef du bloc majoritaire, à savoir désormais l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre, l'actuel président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Un de mes amis me rappelait tout à l'heure sur Facebook que PASTEF a en fait 130 députés sur les 165 qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Donc, les 35 députés de l'opposition ne pourront jamais renverser PASTEF sur quelque sujet décisif que ce soit. Mais il faut rappeler que Ousmane Sonko n'a pas simplement été élu par les seuls députés, les seuls 130 députés de PASTEF. Il a raflé 132 voix. C'est-à-dire qu'il y a 2 députés qui ne sont pas membres de PASTEF qui se sont ajoutés à tous les députés de PASTEF contre Diomaye Faye. Donc Ousmane Sonko jouit incontestablement de la légitimité gouvernementale parce que c'est lui qui est le chef de la majorité parlementaire. Ce n'est pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Or, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'actuel président de la République du Sénégal, a essayé depuis plusieurs mois de créer son propre parti politique à travers la coalition Diomaye président, dirigée par l'ancienne première ministre Aminata Touré. Qu'est-ce que Bassirou Diomaye Faye a tenté de faire? Depuis sa création de la coalition Diomaye président, son objectif c'est de diviser le PASTEF, d'essayer de prendre la majorité des membres et des élus de PASTEF afin de les utiliser pour exécuter les 4 volontés de la CEDEAO, les 4 volontés de la France de Macron, les 4 volontés de l'Union européenne, du FMI et de la Banque mondiale. Or, depuis que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a commencé cette opération de distraction, de déviation, des troupes de PASTEF, le résultat est nul. Au contraire, il a renforcé autour d'Ousmane Sonko la loyauté des militants de PASTEF, à l'instar de l'ancien président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, qui est proclamé grand homme politique africain depuis son geste noble d'accepter de démissionner du perchoir du Parlement sénégalais afin que son chef, Ousmane Sonko, prenne position et dirige le combat. Donc, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'ayant pas de majorité parlementaire, Ousmane Sonko étant détenteur d'une majorité parlementaire, si Bassirou Diomaye Diakhar Faye était quelqu'un de sérieux, dans le respect des institutions sénégalaises, il demanderait à PASTEF et Ousmane Sonko, peut-être en dehors de la personne d'Ousmane Sonko en tant que tel, de lui proposer une autre personnalité. Si finalement, il n'est pas en bonne humeur avec le caractère d'Ousmane Sonko, à ce moment, PASTEF pourrait siéger pour dire, voilà, nous proposons pour la primature de notre parti, auquel appartient toujours le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tel autre camarade qui peut faire le lien entre le président du parti, président de l'Assemblée nationale, et le président de la République, par ailleurs chef de l'exécutif. Mais Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne le fait pas parce que son objectif, c'est de diviser PASTEF. Alors, dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement, dirigé par le nouveau ministre El Aminou, Lo, on voit que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a commencé quelque chose que seuls les vieux et les pires dictateurs africains font, essayer de corrompre des militants de PASTEF, des cadres de PASTEF, afin qu'ils rejoignent le gouvernement en désobéissant à leur formation politique et en trahissant leur leader. PASTEF a publié un communiqué pour avertir non seulement ses membres et ses cadres, mais aussi Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'il était hors de question qu'il y ait des ministres à pointer au gouvernement sans que le parti PASTEF n'ait été consulté. Ousmane Sonko l'a dit d'une formule, on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. D'où la deuxième tête de PASTEF, qui est la tête la plus importante, parce que c'est la tête la plus légitime, Ousmane Sonko, est considéré désormais à Paris comme un homme à abattre. Diomaye ne peut pas appliquer les volontés de la CEDEAO, la volonté de la France, la volonté du FMI et de la Banque mondiale. Sonko, lui, c'est pas qu'il ne veut pas. Non, c'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Sonko ne veut pas appliquer la volonté de la CEDEAO, la volonté de Paris, la volonté de l'Union européenne, la volonté du FMI et de la Banque mondiale. Diomaye ne peut pas et Sonko ne veut pas. Ce qui veut dire que les deux principales personnalités du mouvement PASTEF
ne peuvent plus faire l'affaire de Paris, ne peuvent plus garantir les intérêts de la France au Sénégal, les intérêts occidentaux impérialistes au Sénégal, les intérêts du FMI et de la Banque mondiale sont menacés. Ils sont menacés parce que Diomaye n'a pas de majorité. Il ne peut donc pas exécuter la volonté de ses maîtres. Ils sont menacés parce que Sonko s'est révolté. Parce que Sonko dit qu'il ne se soumettra pas. Sonko refuse de faire la volonté de la Banque mondiale et du FMI au Sénégal. Voilà pourquoi on peut dire ce samedi 30 mai 2026 que la situation politique sénégalaise est bloquée. Et Bois-Bouvier, dans l'intervention que je vous ai fait écouter tout à l'heure, dit en fait qu'il va peut-être falloir renverser les deux, qu'il va falloir balayer Diomaye et Sonko, restaurer un pouvoir crânement france-africain pour sauver les intérêts et que le rififi entre Sonko et Diomaye ne peut pas durer. Bref, en fait, la France s'impatiente, la France s'agace, la France est pressée de s'assurer qu'elle contrôle complètement le Sénégal et elle voit qu'elle ne contrôle complètement le Sénégal ni par Bassirou, je le répète parce qu'il n'a pas de majorité parlementaire, il a été vomi par ses camarades, il a été rogné et humilié, il a été désavoué par ses camarades et Sonko, quant à lui, a dit « Je ne ferai pas les 4 volontés d'Emmanuel Macron ». Sonko qui, nous dit-on, n'a jamais accepté de parler à Macron, même au téléphone. Sonko qui refuse de soumettre le Sénégal à l'esclavage monétaire de la Banque mondiale. Sonko qui a dit que le nouveau Premier ministre est un servile servant du franc CFA et de la Banque de France, mais que lui, Sonko, il n'est pas d'accord avec lui. Donc, en fait, il n'y a aucune chance pour la CEDEAO, pour la France, pour l'Union européenne. Il n'y a aucune chance pour le FMI et la Banque mondiale de tenir le Sénégal par Pastef. Si c'est par Diomaye, impossible parce qu'il est impuissant, il ne maîtrise pas les troupes de Pastef. Et si c'est par Sonko, impossible parce qu'il n'est pas d'accord. Et qu'il rassemble les troupes de Pastef pour la bataille de la libération véritable du Sénégal. Donc voilà pourquoi Bois-Bouvier menace les deux d'un coup d'État, un troisième larron, un général au service de Paris, au service de Washington, au service de la Banque mondiale et du FMI, qui viendrait prendre le pouvoir à Dakar au motif qu'il veut restaurer de l'ordre, au motif que le Sénégal ne peut pas rester dans la guéguerre Sonko-Diomaye, alors que cette guéguerre Sonko-Diomaye a été clairement fabriquée par les services français. Elle a été fabriquée par la vieille garde néocolonisée du Sénégal. Elle a été fabriquée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a choisi de servir les intérêts de la CEDEAO, les intérêts de la France, les intérêts de la Banque mondiale et du FMI contre les intérêts de son peuple. Voilà pourquoi il a été désavoué par ses camarades de Pastef qui se sont rassemblés comme un seul homme derrière le camarade Ousmane Sonko. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est cette explication-là que je voulais apporter. Bois-Bouvier annonce l'agacement, l'impatience de la France qui se rend compte que finalement, par la faute de Sonko, elle ne contrôle pas l'avenir du Sénégal. Le Sénégal est en train de lui échapper. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne maîtrise pas Pastef. Sonko est le maître de Pastef. Et Pastef ne va pas laisser passer le FMI et la Banque mondiale. Pastef ne va pas laisser passer la CEDEAO néocolonisée. Pastef ne va pas laisser passer Macron à la tête du Sénégal. Donc, on peut dire ce samedi 30 mai, sans risque de se tromper, que la situation politique est bloquée et que la seule chose qui puisse arriver, probablement dans les prochaines heures, c'est le coup de poker de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de nouvelles élections législatives. J'avais fait remarquer à beaucoup de gens ici que Bassirou Diomaye Faye était en train de marcher dans les pas de Macron. Je vous avais dit ça, non? Toutes les bêtises que Macron a faites en France, Bassirou les reproduit. Macron se permet de gouverner la France sans majorité parlementaire. Bassirou copie. Macron soutient les pires dirigeants africains.
Bassirou copie. Macron fait les 4 volontés de l'oligarchie occidentale, logée dans le deep state américain. Bassirou copie. Macron fait du footing à Nairobi, une ville où on l'a pourchassé avec des gourdins pour le chasser. Bassirou court avec Macron. Macron a cru pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale française afin d'y retrouver une majorité. Il a encore davantage perdu sa représentativité dans cette Assemblée nationale. À l'instant où je vous parle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a sur la table la folie de dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer de nouvelles élections dans l'espoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko. Or, le seul espoir que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye puisse avoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko, c'est la fraude électorale. Si l'élection législative est régulière, transparente, équitable, je vous prédis sans risque de me tromper que PASTEF n'aura pas seulement 130 députés, ils vont peut-être monter même à 140 députés. Parce que la jeunesse sénégalaise sait très bien maintenant que c'est Macron, à travers Bassirou, le FMI et la Banque mondiale, ce sont eux qui tirent les ficelles au Sénégal. La jeunesse sénégalaise a encore mieux été informée de ses ennemis. Donc, une élection législative va probablement augmenter la représentativité de PASTEF. Et vu que Bassirou est déterminé à s'accrocher au pouvoir pour servir ses maîtres de la CEDEAO, de la France, du FMI et la Banque mondiale, je peux prédire, sans risque de me tromper, qu'il va tenter de frauder aux élections législatives. Et que cela va mettre le feu au Sénégal, ouvrant la voie à des aventures militaires. Je viens de parler, nous sommes le 30 mai 2026. Le prochain coup que Bassirou Diomaye Diakhar Faye va tirer, puisqu'il n'a pas de majorité au Parlement, le prochain coup qu'il va tirer, c'est la dissolution du Parlement. Parce qu'il ne supporte pas l'idée que Ousmane Sonko soit président de l'Assemblée nationale. Qui plus est, chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Il va dissoudre. Il va dissoudre pour organiser les élections qu'il veut truquer. En tentant de truquer, le peuple sénégalais va se rebeller. En tentant de se rebeller, le peuple sénégalais va ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est là qu'on va tenter de mettre en œuvre le coup d'État France-Africain. J'ai parlé. Nous sommes le samedi 30 mai 2026. Avant, quand je parlais, il y a des gens qui me disaient que je n'ai rien à dire, que ce que je dis n'a rien à voir avec la vérité. Souvenez-vous que tout ce que j'ai dit s'est accompli à plus de 100%. Et notez ce que j'ai dit aujourd'hui. Bassirou Diomaye Diakhar Faye va signer bientôt un décret de dissolution de l'Assemblée nationale, convoquer des élections législatives. Il va essayer de les truquer. Et c'est là qu'il va tomber. Mais Bois-Bouvier nous a prévenu que quand Bassirou tombera, Sonko aussi tombera. C'est-à-dire que c'est un coup d'État militaire qui arrive. C'est un coup d'État militaire. Parce qu'ils ne vont pas accepter que la fraude électorale soit arbitrée par le Conseil constitutionnel. Vous avez compris? Voilà. Donc, Sénégalais, Sénégalais, soyez prêts. Au Sénégal, comme je vous l'ai dit ce matin, très tôt, dans une émission que j'ai donnée tout en me déplaçant, Sonko et Diomaye ont coupé Ignam. L'expression couper Ignam vient du parler populaire ivoirien. Elle signifie la rupture, la séparation entre deux personnes. Quand, chez nous à Abidjan, on dit ils ont coupé Ignam, c'est-à-dire que chacun a pris sa direction et ils ne sont plus ensemble. Je ne vais pas revenir sur l'analyse que j'ai faite. Maintenant, il y a 3 ans, environ 3 ans, lorsque ces deux hommes arrivaient au pouvoir, je voudrais simplement que chacune et chacun d'entre vous témoigne que je ne me suis trompé d'aucune virgule quand j'ai dit que ces deux allaient finir par couper Ignam parce que l'aventure qui les liait était ambiguë. S'il vous plaît, vous êtes mes témoins. Et ça fait partie des bonheurs de l'analyste politique. La reconnaissance de ceux qui bénéficient de ces analyses. Ce qui se passe au Sénégal, l'ai-je, oui ou non, prévu et prédit à la virgule près? Écrivez
Écrivez comme ça, tout le monde s'en souviendra. Parce qu'il y a des gens qui se promènent ici dehors. Comme ils ont aussi une page Facebook, une page YouTube et TikTok, ils pensent qu'on est ensemble. Comme on dit à Abidjan, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Vous vous souvenez de tous ceux qui m'ont agoni, de tous les noms d'oiseaux, quand je disais que le duo Diomaye et Sonko allait finir par couper Ignam. Et j'avais donné 4 raisons pour cela. La première raison, c'est les conditions floues dans lesquelles ils ont été libérés de prison et le deal qu'ils ont passé avec Macky Sall et la France. Pour que Sonko renonce à sa candidature, qu'il soit exclu de candidature et que ce soit Diomaye qui passe. J'avais dit qu'il y avait quelque chose là-dedans qui faisait que ça allait mal finir. Deuxième raison, ils n'avaient pas les mêmes longueurs d'onde idéologiques. Diomaye était porté vers la flatterie envers la France-Afrique et Sonko vers la flatterie envers le panafricanisme. Et tous les deux essayaient de jouer un temps soit peu sur les deux tableaux. J'ai dit que ça, c'était une aventure ambiguë. Troisième chose que j'avais dite. Ils n'avaient pas le contrôle des secteurs stratégiques de l'appareil d'État. L'armée, les affaires étrangères, ils n'avaient pas le contrôle de l'intérieur, ils n'avaient pas le contrôle de la justice. Les principaux ministres régaliens du Sénégal sont restés sous le contrôle du néocolonialisme français. J'avais fait remarquer ça, en disant que dans ces conditions-là, le projet de PASTEF que j'ai lu sur le site officiel de PASTEF, ce projet ne pouvait pas s'appliquer. Que Diomaye le saboterait. Enfin, j'ai souligné que cette affaire allait mal finir, puisque j'ai vu que l'un comme l'autre avait décidé de flatter pour Ousmane Sonko, la gauche française de gouvernement, incarnée par un Mélenchon qui lui-même n'est pas complètement décolonisé, et pour ce qui est de Diomaye, de flatter la haute hiérarchie de la France-Afrique et de prendre la mauvaise habitude des dirigeants néocolonisés du Sénégal d'aller tout le temps prendre leurs conseils, leurs ordres, leurs recommandations à Paris. Quand j'ai vu Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal, dire à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre burkinabé de Sendou, pour troubler toute l'Afrique dans l'espoir de la conserver, mais qui sera bientôt dégagée. Quand j'ai vu le président Faye dire à Alassane Ouattara qu'il le félicitait pour ses progrès en matière de démocratie et de stabilité, j'ai compris que cette affaire était morte. Quand j'ai vu la cadence à laquelle il s'était mis à aller à Paris pour écouter l'immature Macron, le chef de la junte néocolonialiste, j'ai dit, c'est pas bon. Enfin, j'avais souligné un autre problème que j'observais, c'était leur mollesse dans la lutte antiterroriste. Lorsque l'ambassadeur d'Ukraine a publié sur la page officielle de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal une vidéo dans laquelle, avec un directeur des services de sécurité ukrainiens, ils assumaient le fait d'avoir attaqué le Mali avec les groupes terroristes FLA, avec Al-Qaïda, l'État islamique, à Tinzawaten, à la fin du mois de juillet 2024, ce jour-là, j'ai compris que le Sénégal était définitivement sous le contrôle de l'OTAN, du néocolonialisme français, et que Sonko le veuille ou pas, le Sénégal continuerait d'être utilisé comme plateforme arrière de déstabilisation du Sahel. Voilà ce pourquoi j'avais conclu qu'au final, cette aventure allait mal finir. Parce que Sonko serait obligé, pour garder la base de PASTEF, de revenir à un panafricanisme beaucoup plus sérieux. Et que Diomaye serait obligé, pour garder l'estime de Paris et de son sous-fifre en chef Ouattara Dramane, Diomaye serait obligé de sacrifier Sonko. J'avais dit que la fameuse histoire de Diomaye Moïse Sonko finirait par Diomaye sans Sonko. Nous y sommes. Hier, dans la nuit, de manière inélégante, sans même lui laisser le temps de déposer sa démission, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a viré comme un malpropre son premier ministre, Ousmane Sonko, qui est pourtant le président du parti au pouvoir, PASTEF, et qui est celui qui était le candidat naturel, favori et plébiscité de PASTEF. Celui qui a accepté de faire la passe à son ami, qui plus est, au père d'un enfant qui porte le nom d'Ousmane Sonko Faye. Vous imaginez à quel point la politique peut détruire les vies quand elle est pratiquée avec bassesse? Oui, Ousmane Sonko, en 2017, a porté dans ses bras un enfant de son frère et ami, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cet enfant vit
Et il s'appelle Ousmane Sonko Faye. Lorsque Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne jurait que par Ousmane Sonko, lorsque dans tous les meetings, cet homme maintenant dont la voix est plus frêle que jamais, hurlait en s'en percer les tympans que Sonko devait être président, sans quoi on lui passerait sur le corps. Il a été dans une amitié, dans une fraternité, dans une intimité humaine tellement avancée que c'est une honte pour nous tous les Africains que des hommes qui se sont appréciés, des hommes qui se sont soutenus au niveau de cela, nous offrent le spectacle vilain que nous sommes en train de voir. Mais un spectacle que je redoutais. Et si j'ai dénoncé cela, c'est parce que j'espérais que cela n'arrive point. Mais nous y sommes. Maintenant, c'est fait. Et j'ai dit ce matin, à mon avis, ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux cas. Je prends le premier cas où ça se passe mal. Je vais étudier ce qui va se passer si ça se passe mal. Je prends le second cas où ça se passe bien. Je vais étudier ce qui va se passer si ça se passe bien. Et je vais dire pourquoi je pense qu'il y a plus de risques que ça se passe mal que de chances que ça se passe bien. Commençons la démonstration. Ça risque de très mal se passer. Pourquoi? Parce que comme Bassirou Diomaye Faye est l'otage de Macron, de la France-Afrique, de Ouattara Draman, il est l'otage de l'ancien régime, Macky Sall. Il est l'otage des cadres néocolonisés du Sénégal, à la tête desquels Mme Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre, qui a d'ailleurs creusé le fossé entre Sonko et Diomaye, parce qu'elle veut le poste de Sonko. Elle est la favorite pour le poste de Premier ministre. Ces gens-là ont intérêt à ce que le conflit s'envenime. Et ce sont eux qui ont totalement pris le pouvoir maintenant au palais présidentiel à Dakar. Comme ce sont eux, ils vont tout faire pour que le conflit s'envenime. Si le conflit s'envenime, ça veut dire que Ousmane Sonko va être menacé pour sa santé. Il va être menacé pour sa liberté et va être menacé pour sa vie. Menacé pour sa santé, puisqu'on peut le blesser. On peut l'empoisonner. On peut procéder sur lui à des voies de fait, juste parce qu'il est un obstacle pour le maintien du Sénégal sous le contrôle de la France et de ses sous-fifres locaux. Menacé pour sa sécurité. Bientôt, vous allez apprendre qu'Ousmane Sonko serait coupable de tentative de coup d'État. Nous, on a vécu ça en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Dès que Guillaume Soro a dit à Alassane Ouattara que cette manière de gouverner la Côte d'Ivoire-là, lui, il n'était pas dedans, qu'il ne voulait pas d'une Côte d'Ivoire soumise au néocolonialisme français, soumise au dictat des intérêts étrangers, une Côte d'Ivoire qui refuse de se réconcilier. Dès que lui, il a dit ça, on a commencé à rédiger les faux coups d'État qu'on lui a attribués. Nous, on a déjà vécu ça. Donc, Ousmane Sonko, que vous voyez là, sera bientôt accusé de tentative de coup d'État, d'insurrection. Et ce type d'accusation favorise des agressions criminelles. Au motif, par exemple, qu'il aura refusé de se rendre, je ne sais pas, à une convocation, on est prêt à essayer de foncer sur son domicile et de porter atteinte à sa vie. Là où ça a commencé, là, la vie d'Ousmane Sonko est déjà implicitement, si ce n'est explicitement menacée. D'où le risque que Ousmane Sonko, si une telle répression féroce s'aggravait, le risque que Ousmane Sonko soit contraint à l'exil. Mais connaissant Ousmane Sonko, ce risque est beaucoup moins prononcé que celui d'une confrontation. Voilà ce qui peut se passer si c'est grave. Ce qui peut se passer si c'est grave encore, c'est que les deux aillent à l'élection présidentielle de 2027, comme c'est presque certain, sur les sondages actuels, que c'est Sonko qui va gagner. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, soutenu par Paris, soutenu par l'aile néoconservatrice, néocolonisée, et bien de l'élite politique sénégalaise, peut refuser de reconnaître la victoire de Sonko dans les urnes. Confisquer le pouvoir, la manière de tous les dictateurs france-africains. Et là, affrontement. Là, nous allons vers la division du parti au pouvoir. PASTEF va connaître un schisme. D'ailleurs, tous les ministres, les directeurs, comment ils s'appellent, les directeurs d'entreprises d'État nommés sous Sonko et qui sont fidèles à Sonko sont en train de démissionner en grappe. Donc vous voyez très bien que la formation du parti au pouvoir se divise et s'éclate en deux. Mais c'est deux parties inégales.
Tout le monde sait que l'écrasante majorité des bases de PASTEF sont avec Ousmane Sonko et que l'écrasante majorité du peuple sénégalais là est avec Sonko. Donc dans la situation actuelle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera tenté de rattraper son retard de popularité par la violence d'État. Et voilà le Sénégal qui peut aller à tout moment en quinconce. Et je finis mon scénario négatif. La pire des choses qui puissent arriver, c'est si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye commencent à s'affronter sur le terrain par partisans interposés, par manifestation. S'il y a des échauffourées, s'il y a des conflits, s'il y a des rapports de force sur le terrain, s'il y a des affrontements, alors ce sera le terrain parfait pour la réalisation d'un coup d'État néocolonialiste. Un général du style Biram Diop surgira pour dire que le pays est dans le désordre et que lui, il a décidé de rétablir l'ordre. Donc le Sénégal pourrait connaître un coup d'État à la Oligui Nguema. Vous vous souvenez de la méthode qu'Oligui Nguema a utilisée? Au motif qu'il y aurait une dispute entre Ali Bongo et le professeur Ondo Ossa, Oligui Nguema est venu dire que lui va mettre de l'ordre. Après, il s'en va. Il est resté jusqu'aujourd'hui. Et la France-Afrique contrôle mieux le Gabon que soit Ali Bongo, grâce à Oligui Nguema et son coup d'État soutenu par Macron. Donc le Sénégal n'est pas à l'abri d'un troisième larron sorti de l'armée qui viendrait siffler la fin de la récréation si la chienlit, si l'instabilité du pays s'aggrave. Voilà le scénario négatif. Ben, j'imagine maintenant un scénario positif. Car il faut quand même toujours montrer un chemin qui permette au peuple d'éviter les tragédies. Le scénario positif serait le suivant. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a créé sa coalition, Diomaye président, présidée par Mimi Touré, qui va sans doute être sa première ministre, en remplacement d'Ousmane Sonko. D'accord? Il faut simplement qu'il laisse Ousmane Sonko, qui, le 6 juin 2026, réunit le congrès de PASTEF. Sonko sera déjà désigné comme le candidat naturel de PASTEF à l'élection de 2027. Le 6 juin prochain, là, le congrès de PASTEF qui va se tenir, c'est pour désigner Sonko candidat. Sonko va être lancé par son parti. Alors, le meilleur des cas est suivant. Bassirou continue à se faire soutenir par Diomaye président. Sonko, lui, il va conserver l'essentiel de PASTEF. J'ai vu la déclaration du mouvement PASTEF. Eux, c'est le 6 juin qu'ils vont régler le cas à Bassirou. Le 6 juin, ils vont dire à Bassirou d'aller chercher un autre parti pour être candidat. Vous avez compris? Bon. Si Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a donné le nom d'un de ses enfants à Ousmane Sonko, si Bassirou Diomaye Diakhar Faye aime le Sénégal, il n'empêchera pas, il ne cherchera pas à empêcher Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Il acceptera donc de l'affronter. Parce qu'il y a un défi que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a lancé. Il prétend qu'il est plus populaire qu'Ousmane Sonko. Alors que ce que nous savons, nous qui observons la politique sénégalaise, c'est que Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'atteint pas Ousmane Sonko en popularité à la cheville. Certes, quand vous êtes au pouvoir, les moyens du pouvoir font que vous attirez plus de gens que quand vous êtes dans l'opposition. Quand vous êtes président de la République, il vous est facile d'avoir beaucoup de courtisans. Parce que le pouvoir attire, bien sûr, beaucoup de flatteurs. Mais il ne faut pas se faire une illusion là-dessus. Ousmane Sonko jouit d'une popularité incontestable. Donc, je reste dans le scénario positif. Bassirou Diomaye Diakhar Faye laisse Ousmane Sonko être candidat. Et il s'affronte à la régulière. Il est probable, que dis-je, fort probable, presque certain, Ousmane Sonko va gagner. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se retire dans ces conditions de la présidence de la République et cède le pouvoir en 2027 au futur président de la République du Sénégal, Ousmane Sonko. Et la vie politique sénégalaise continue. Ousmane Sonko aura l'occasion alors de mettre en œuvre véritablement le programme panafricaniste de PASTEF. Et j'espère pour lui qu'il ne tentera pas de ruser avec les panafricanistes cette fois-là, parce qu'il a essayé de le faire quand il était Premier ministre. Mal lui en a pris. Voilà un scénario positif.
Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce que le scénario positif que je viens d'esquisser, Bassirou Diomaye Diakhar Faye accepte une concurrence loyale avec Sonko, y compris donc le risque de perdre l'élection présidentielle face à Sonko, et de lui céder le pouvoir sans difficulté? Est-ce que ce scénario a plus de chances que le scénario négatif que j'ai traité avant? Je suis désolé. Ce n'est pas parce que je suis, je ne sais pas, incliné, je serais incliné vers le mal. Mais ma raison me dit que le scénario où Bassirou Diomaye Diakhar Faye accepterait, lors d'une élection présidentielle, de perdre à la régulière face à Ousmane Sonko, c'est le scénario le moins probable. C'est le moins probable parce que le comportement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye envers Sonko prouve qu'il veut l'éliminer, au moins politiquement. Il veut l'éliminer politiquement. Or, quand quelqu'un affronte un rival, non pas pour le battre à la régulière, mais pour l'éliminer politiquement, il y a déjà quelque chose en Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui le prédispose à ne même pas accepter l'idée que Sonko soit président après lui. Voilà pourquoi le Sénégal court aujourd'hui le plus grave des dangers. Et la responsabilité de ces dangers, eh bien, elle incombera d'abord à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Car c'est lui qui a brisé l'unité de PASTEF pour faire plaisir au groupe de Mimi Touré, c'est-à-dire des serviteurs de la France-Afrique, pour faire plaisir à Macron et à Ouattara. Si le Sénégal devait déraper, la responsabilité pèserait à tout jamais sur les épaules de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Exactement comme si le Sénégal avait complètement dérapé. Quand Macky Sall cherchait à modifier la Constitution, à faire ceci, ça serait la responsabilité éternelle de Macky Sall. Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'apprête à prendre une responsabilité énorme. Une responsabilité immense. Je lui souhaite, et je souhaite au Sénégal, que Bassirou Diomaye Diakhar Faye se souvienne que Sonko est son ami, que Sonko est son frère, que Sonko est symboliquement son fils, puisque son enfant à lui, Bassirou, porte le nom de son leader. Et que comme il a décidé de l'affronter, qu'il l'affronte à la régulière. Qu'ils aillent aux élections et que le meilleur gagne. C'est la seule solution dans cette affaire. Mais je crains, malheureusement par l'expérience des hommes et des choses, que cette solution, hélas, ne soit pas celle que choisira Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est désormais otage des France-Africains et qui est un France-Africain aussi invétéré désormais que Macky Sall ou je ne sais pas Abdoulaye Wade ou Abdou Diouf ou Léopold Sédar Senghor. C'est la vérité, hein? C'est la vérité que je vous dis. J'aimerais tant que le scénario vertueux et positif, le scénario 2, s'accomplisse, mais je ne le vois pas venir. Voilà pourquoi je voudrais sur ce point conclure en disant toute mon amitié, ma fraternité au peuple sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui m'ont insulté. Quand j'annonçais que ces choses allaient arriver, je donne mon pardon sans qu'ils l'aient demandé. Je leur pardonne et je leur demande de m'écouter mieux pour les prochaines fois. Quand je parlais ici, une partie de mes amis, de mes camarades panafricanistes de PASTEF m'a rincé, lavé, conspué, bien insulté. Je leur pardonne. Comme le disait le maître de Galilée, il ne savait pas ce qu'il faisait. Maintenant, vous savez, si vous revenez un jour au pouvoir au Sénégal, au palais présidentiel, avec Sonko, et que vous recommenciez le double jeu, les hésitations, et que vous recommenciez à vous retourner contre les panafricanistes des autres pays, parce que vous êtes arrivé au pouvoir, et que vous croyez que vous pouvez dire pouce déchiré, parce qu'à un moment donné, un certain nombre de militants de PASTEF se sont comportés envers les autres panafricanistes comme si, en fait, le panafricanisme, ce n'était pas le fait que nous ayons tous le droit de nous intéresser à tous les problèmes politiques de notre continent. J'ai vu des militants de PASTEF exercer leur xénophobie contre les panafricanistes, qui les prévenaient de ce qui allait arriver, contre moi. Ils ont préféré s'acoquiner avec Mélenchon que de s'afficher avec des gens que Ousmane Sonko a appelés les panafricanistes radicaux. Si vous recommencez ça, c'est ce qui va vous arriver. Ce qui vient de vous arriver là, c'est ce qui va vous arriver si vous ne vous unissez pas sincèrement, franchement et totalement avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour bouter le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental du Sahel. Si PASTEF, avec Sonko, revient au pouvoir en 2027, ce que je lui souhaite,
si PASTEF recommence avec la politique hypocrite, la politique de la petite mauvaise foi, la politique du dribble, la politique de « nous sommes plus intelligents », la politique de « mêlez-vous de vos affaires, le Sénégal est différent », vous allez voir. Ce sera la fin de votre espérance. Ousmane Sonko vient de goûter avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye au vin de l'hypocrisie, au vin du mi-figue mi-raisin. C'est ça que Bassirou lui donne. Mais si lui, dès le départ, était resté ferme sur ses bases panafricanistes, s'il avait assumé pleinement le panafricanisme révolutionnaire, très tôt, Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait été obligé de choisir ouvertement et clairement. Et Ousmane Sonko aurait vu clair dans le jeu de son camarade, son compagnon, son ami politique. Mais c'est avoir voulu chacun donner l'impression qu'il pouvait flatter tout le monde et s'en sortir, qui fait qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko est obligé de retourner aux fondamentaux de PASTEF. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, il est obligé d'abandonner les fondamentaux de PASTEF. Tout cela pourquoi? Parce qu'on n'a pas accepté de se dire la vérité à temps. Quand nous vous disions la vérité, vous nous avez honni, houspillé. Qu'est-ce que j'ai gagné à ce que Sonko et Diomaye se séparent aujourd'hui? On gagne quoi? Mais c'est le Sénégal qui perd, c'est l'Afrique qui perd. C'est l'Afrique qui perd, c'est du temps perdu. C'est PASTEF qui perd. C'est l'Afrique qui perd, c'est la jeunesse sénégalaise qui voit reporter s'inédit des réformes sur lesquelles elle comptait. Qui a intérêt à ce que ça se passe comme ça? Personne de sérieux. Personne qui aime vraiment le peuple africain ne peut se réjouir de voir cette division flagrante, scandaleuse, honteuse. Cette division immorale, immonde, manipulée par Paris et ses sous-fifres locaux de la France-Afrique. Personne d'entre nous ne peut être fier. Je vous le dis en vérité. Sur tout ce que j'ai de plus cher. Si, pendant très longtemps, j'ai annoncé, j'ai alerté, j'ai alarmé tout le monde, c'est parce que je ne voulais pas que ça arrive. Ce n'est pas que je voulais que ça arrive. Je ne tire aucune gloire à ce que mes prédictions, eh bien, soient confirmées. Aucune gloire. Ça montre simplement le sérieux avec lequel nous avions diagnostiqué la situation. Et cela vous demande de nous prendre au sérieux. Comme tout le monde a des pages Facebook, comme tout le monde a des pages YouTube, vous avez tendance à mélanger les torchons avec les serviettes. Il faut faire attention à ce que vous écoutez. Et surtout au taux de prédiction, au taux de prévision, au taux de pertinence des analyses auxquelles vous avez affaire. C'est tout ce que je peux demander aux Africains, aux Africaines qui m'écoutent. Je ne dis pas que je sois infaillible. Il m'est arrivé de me tromper et de le dire ici. Il m'est arrivé de faire des analyses erronées et de le dire ici. Celui qui n'a jamais fait d'analyse erronée n'a jamais fait d'analyse. Celui qui ne se trompe jamais ne trouve jamais. D'ailleurs, l'une des méthodes pour trouver, on l'appelle le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire qu'il faut que tu te trompes pour trouver le chemin. Même dans les sciences dites exactes, par abus de langage, les mathématiques, on peut procéder à un raisonnement par l'absurde. On peut imaginer quelque chose d'impossible. Prouver que cette chose impossible n'est pas possible. Et par conséquent, prouver que, eh bien, ce qu'on disait, au contraire, était vrai. Donc, même dans les sciences du nombre et de la quantité, il y a de la place pour l'erreur. Il y a de la place pour l'incertitude. Dans la physique des microparticules, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. D'accord? Donc, admettons tous d'abord que nous sommes faillibles. Nous ne sommes que des créatures humaines. Homme et humilité ont la même racine. Dans la langue latine, c'est le mot humus qui veut dire tirer du sol. Mais attention, il y a des analyses qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'elles sont vraiment élaborées. C'est le résultat du travail. Pardon, c'est le résultat de la méditation, c'est le résultat de la recherche. Ce ne sont pas des réactions d'humeur. Ce ne sont pas des réactions au pif. Ce n'est pas du copier-coller. Voilà, mes chers amis, mon souhait donc que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans un sursaut de sagesse, sauve le Sénégal, eh bien, du précipice vers lequel il l'amène. Le précipice de la confrontation fraternelle, le précipice d'une confrontation qui va faire les affaires des loups de la France-Afrique qui sont tapis dans l'ombre et qui se préparent à actionner un coup d'État néocolonialiste et à faire basculer le Sénégal dans une situation comparable à l'ensemble des pays sous coup d'État néocolonialiste
civils ou militaires, au service des intérêts france-africains sur le continent. J'espère que cela n'arrivera pas. Il me reste maintenant à aborder un seul dernier sujet et nous allons pouvoir nous séparer. Merci à toi, Sido Babi. Merci à chacune et à chacun de mes amis qui pensent à partager cette émission et à la protéger massivement. Merci infiniment. Recevez les bénédictions de l'Afrique depuis la terre malienne, la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako. Dernier sujet à aborder, je voudrais toucher un mot de M. Robert Bourgi. Écoutez, je suis tombé sur une courte vidéo dans laquelle l'avocat sulfureux, le France-africain, le porteur de mallette de la France-Afrique, Robert Bourgi, s'exprime sur l'échec de la politique africaine de la France. Et je voudrais, pour finir cette émission, que nous écoutions Robert Bourgi, et je voudrais vous montrer comment ce monsieur est vraiment un champion de la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il est vraiment l'incarnation de l'élite de la France-Afrique qu'on ne veut plus voir sur le continent africain. Écoutons les propos de Robert Bourgi. Tout faux en Afrique. Je reprends au début. Macron a tout faux en Afrique. Il a tout faux. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je suis certain qu'il faut aujourd'hui que la France fasse peau neuve dans ses relations avec l'Afrique. Reconnaître les erreurs du passé. Et je suis certain que si des améliorations sont apportées dans la conception et dans la réalisation des relations franco-africaines, il n'en sortira que du bien. Qu'est-ce que les Africains, franchement, au fond de vous-même, ont en commun avec les Russes? Quelle langue ils vont parler entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Turcs? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Chinois? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Allemands? Mais avec la France, c'est un vieux couple. C'est un vieux couple qui a divorcé, qui n'est pas bien de son côté, et l'autre n'est pas bien de son côté. On se remet ensemble, et chacun répare ses erreurs. Mais les erreurs de la France sont bien plus grandes que les erreurs des Africains. Et que l'on se remette ensemble. Macron a tout faux en Afrique. Une deuxième fois. Tout faux. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je suis certain qu'il faut aujourd'hui que la France fasse peau neuve dans ses relations avec l'Afrique. Reconnaître les erreurs du passé. Et je suis certain que si des améliorations sont apportées dans la conception et dans la réalisation des relations franco-africaines, il n'en sortira que du bien. Qu'est-ce que les Africains, franchement, au fond de vous-même, ont en commun avec les Russes? Quelle langue ils vont parler entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Turcs? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Chinois? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Allemands? Mais avec la France, c'est un vieux couple. C'est un vieux couple qui a divorcé, qui n'est pas bien de son côté, et l'autre n'est pas bien de son côté. On se remet ensemble et chacun répare ses erreurs. Mais les erreurs de la France sont bien plus grandes que les erreurs des Africains. Et que l'on se remette ensemble. Macron a fait... Donc je vous ai fait écouter 2 fois. Maintenant, je vais vous montrer que Robert Bourgi est un menteur. C'est un manipulateur, c'est un hypocrite. Et ses méthodes sont vraiment ignobles. Je vais vous le montrer. L'erreur qu'il commet, c'est de penser que les Africains ne savent pas au moins aussi bien, voire mieux parler français que lui, Bourgi. Je crois qu'il commet cette erreur. Il croit être en train de s'exprimer dans une langue que nous ne connaissons plus. Parce que il faut absolument un tel présupposé pour que ce type-là croit qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Maintenant, je vais le faire. Écoutez une 3e fois, mais je vais l'interrompre pour montrer que ce qu'il dit est faux. Parce que certains d'entre vous qui avaient écouté cette vidéo avaient pu penser que ce qu'il dit est intéressant pour l'Afrique, que c'est bien, que c'est un véritable mea culpa, etc. D'accord? Je vais vous montrer que ce n'est pas un mea culpa, c'est une foutaise, c'est une arnaque. Bourgi n'a pas encore compris ce qui se passe. Il ne veut pas accepter de comprendre ce qui se passe entre la France et l'Afrique. Et il ne peut pas faire partie de la solution, car il est habité par les vieux réflexes de roublardise, de mauvaise foi, de perfidie, qui caractérise l'élite néocolonialiste française de sa génération.
On va le réécouter et je vais l'interrompre chaque fois qu'il dit quelque chose de faux. Vous connaissez ma méthode? Ok. Monsieur Bourgi, reparlez. Macron a tout faux en Afrique. Il a tout faux. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je suis certain qu'il faut... Alors, il dit que Macron a tout faux en Afrique. Ok, c'est un jugement qu'on peut considérer comme acceptable. Mais Macron n'est pas le premier. Qui a organisé cette arnaque? C'est un dirigeant français pour qui Bourgi a beaucoup d'admiration. C'est Charles de Gaulle. Avec son homme de main Focard. Quand de Gaulle et Focard étaient là, les Bourgi, les gens comme Bourgi s'en mettaient plein les poches. Quand Mitterrand est venu, Bourgi a continué à s'en mettre plein les poches, il ne se plaignait pas. Quand Chirac est arrivé, Bourgi a continué à s'en mettre plein les poches, il ne se plaignait pas. Quand, eh bien, Sarkozy est arrivé, Bourgi a continué à s'en mettre plein les poches, il ne se plaignait pas. Mais de Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron ont continué la politique de Gaulle. Donc ce n'est pas Macron seulement qui a tout faux. C'est toute l'élite de la 5e République qui a tout faux. Chirac reconnaissait qu'une bonne partie de l'argent qu'on a dans sa poche en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. C'est-à-dire, même avant la 5e République, tous les dirigeants français avant eux, qui ont fait prospérer la mission civilisatrice prétendue, ont fait tout faux avec l'Afrique. Donc, il ne nous apprend rien. Macron a tout faux. Qui a eu tout vrai? Qui a eu tout vrai? Vous voyez comment ce type-là est un entourloupeur? En nous disant Macron a tout faux, c'est comme s'il voulait nous dire qu'il y a eu un président français qui avait tout vrai. C'est qui? Chirac avait tout vrai? L'homme qui a arnaqué Gbagbo Laurent? Qui lui a pris 3 millions d'euros comme ça? L'homme qui prenait l'argent dans les djembés, il avait tout vrai en quoi? Sarkozy, l'escroc de Kadhafi, il avait tout vrai en quoi? Et puis c'est Macron qui est le seul à avoir tout faux. Hein? C'est incroyable, hein? François Hollande, celui qui a escroqué le Mali, profitant d'un appel à une aide, appui feu aérien et renseignement pour envahir militairement le Mali, afin d'aider les suppôts terroristes de la France à progresser sur le territoire malien. Lui, il a fait tout vrai en quoi avec les Africains? Hollande. Avant lui, Sarkozy a fait quoi de tout vrai? Chirac a fait quoi de tout vrai? Mitterrand, un colon invétéré, obsessionnel, indécrottable, il a fait quoi de tout vrai? Son discours de la bolle, son arnaque à la démocratie? C'est Giscard d'Estaing, l'enceinteur de la femme de Bokassa, le pillard des diamants centrafricains qui a fait quoi de bon? C'est Pompidou, l'homme qui a commencé à s'enrichir violemment en étant président de la France. Hein? C'est eux qui ont fait quoi de tout bon? C'est De Gaulle et Focard qui ont fait quoi de tout bon? Les dirigeants français successifs, depuis Louis XIV jusqu'à Macron, ont fait tout faux. Donc Bourgi, il donne l'impression de nous apprendre quelque chose, il ne nous a rien appris. On continue. Je vous ai dit que je vais montrer qu'il ment, non? Il veut nous endormir. Macron a fait tout faux. Ah non. De toute façon, Macron, j'ai de bonnes raisons de ne pas l'aimer. Mais ce n'est pas une raison pour que je lui fasse porter à lui tout seul tout le chapeau de tous ses prédécesseurs qui n'ont pas été moins nocifs à l'Afrique que lui. Soyons sérieux. Partageons bien la responsabilité avec tous les dirigeants. Voilà. Je suis certain qu'il faut aujourd'hui que la France fasse peau neuve dans ses relations avec l'Afrique. Reconnaître les erreurs du passé. Et il y a un mot-clé qui permet de savoir que Bourgi est un menteur. Ce mot qu'il utilise, c'est le mot « erreur ». Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Une erreur est une faute de jugement. C'est un défaut de jugement qui est commis par manque d'attention. Par exemple, quand vous faites une addition, vous faites 15, par exemple, plus 8. Vous faites 15 plus 8. Ou 15 plus 18. Quand vous faites 8 plus 5, ça donne 13. Vous écrivez 3 et vous retenez 1. Ensuite, quand vous allez faire 1 plus 1, ça donne 2. Les enfants, quand ils commencent à calculer, oublient la retenue. Ils vont écrire 23. Alors qu'il fallait ajouter
tout naturellement, le 3 qui avait été mis à l'écart pour trouver 33. Vous comprenez? Donc, une erreur, c'est quoi? C'est un défaut d'attention. C'est ça une erreur. Commettre une erreur, c'est vraiment agir, non pas comme on devait agir, mais parce qu'on n'a pas été attentif. D'où les latins ont dit « errare humanum est, sed perseverare diabolicum ». L'erreur est humaine, mais c'est le fait de persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Quand tu recommences tout le temps la même erreur, un peu comme l'enfant qui oublie tout le temps la retenue, on lui met un léger cocotat quand même. Pour lui dire, la retenue là, elle est faite pour être incluse quand tu vas faire l'addition de la colonne de gauche. Tu as fait l'addition de la colonne de droite, 8 plus 5 égale à 13. Tu as écrit 3, tu as retenu 1. Quand tu fais l'addition de la colonne de gauche, 1 plus 1, ça fait 2. N'oublie pas le 1 que tu as retenu là-bas. Ajoute-le à la colonne de gauche, ça va faire 3. Ainsi, 18. Eh bien, plus 15 va te donner 33. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle une erreur. Il faut que vous compreniez. Oh, Bourgi utilise la terminologie de l'erreur. C'est-à-dire que, pour lui, la France a juste fait une faute. Non, la France a fait preuve d'inattention. Quel est le mot que Bourgi devrait utiliser s'il était un homme véridique? Il ne doit pas utiliser le mot erreur pour décrire l'action de la France en Afrique. Il doit parler de faute. Qu'est-ce que c'est qu'une faute? Une faute est une action négative. Une action aux conséquences négatives, mais qui est posée sciemment, qui est posée volontairement. Une faute est commise volontairement. La personne le fait en sachant que c'est mauvais. Par exemple, quelqu'un qui vole, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Voler est une faute, parce que le voleur, au moment où il vole, c'est qu'il vole. Et que voler, c'est spolier quelqu'un, c'est priver quelqu'un de ses droits. D'accord? Un voleur n'est pas quelqu'un qui a commis une erreur. Ce serait une erreur, par exemple, quand le caissier qui a fait les additions des comptes a oublié de bien calculer. Il n'a pas empoché quelque chose. Il s'est trompé au moment de calculer. Ok. Ça, c'est une erreur. Mais quand le caissier prend une partie de la caisse et la cache dans ses chaussures ou ses chaussettes pour partir, ce n'est pas une erreur. Il n'a pas mis l'argent dans ses chaussettes ou ses chaussures par erreur. C'est une faute. La France n'est pas aujourd'hui chassée d'Afrique. La France n'est pas détestée en Afrique pour avoir commis des erreurs en Afrique. Si la France n'avait commis que des erreurs en Afrique, la France serait un partenaire privilégié des Africains. Parce que l'erreur est humaine. Au sens où on sait que l'erreur est largement involontaire. Vous comprenez? Mais ce qui est reproché à la France, ce sont des fautes. Regardez Macron qui se lève maintenant en 2026. C'est là qu'il veut abolir le Code noir. Il était président depuis 2017. C'est à peine un an de son départ du palais de l'Élysée que monsieur se souvient qu'il y a une disposition criminelle qui date de 1685. Il faut l'abolir. Est-ce que ça, là, c'est une erreur? Est-ce que c'est par erreur que la France a refusé de voter pour la reconnaissance de la traite des Noirs comme étant le plus grave crime commis contre l'humanité au mois de mars 2026 à l'Assemblée générale des Nations unies? C'est par erreur? Non, c'est par faute. C'est parce que la France ne veut pas être redevable des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité qu'elle a perpétrés en Afrique. Elle ne veut pas être jugée et condamnée. Elle ne veut pas réparer ces crimes. Voilà pourquoi M. Bourgi, Robert, utilise une figure de style extrêmement importante dans les régimes révisionnistes et négationnistes. Cette figure de style s'appelle la litote ou l'euphémisme. Quand il faut décrire l'action de la France en Afrique, Bourgi recourt à la litote ou à l'euphémisme. C'est-à-dire qu'il essaye de présenter les fautes de la France comme étant des erreurs. Est-ce par erreur que la France a éliminé des dizaines de millions d'Africains dans la traite négrière? Non, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Est-ce par erreur que la France a massacré des dizaines de millions, des centaines de millions d'Africains dans leur territoire
sous couvert de les coloniser, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Est-ce par erreur que la France a pillé de nombreux pays africains? Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Est-ce par erreur que la France a organisé des guerres civiles en Afrique afin de contrôler les ressources naturelles africaines? Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Est-ce par erreur que la France soutient, arme, médiatise les groupes terroristes qui ensanglantent le Mali, le Burkina Faso et le Niger en 2026, qui ensanglantent le Cameroun, le Tchad, qui ensanglantent le Bénin, le Nigeria? Est-ce par erreur? Non, c'est une faute française. Donc Robert Bourgi utilise la terminologie de l'erreur parce qu'il veut en réalité tromper la vigilance des Africains afin de les reconduire dans la relation absolument tragique, la relation criminelle, la relation abjecte qui leur a été imposée pendant 600 ans par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Est-ce que c'est clair? Alors que cet homme-là qui est en train de parler... Et je suis certain que si des améliorations sont apportées dans la conception... Donc, il est pour des améliorations, alors que nous sommes pour la révolution. Il faut un changement radical. Lui, il est pour les améliorations, vous avez compris? C'est-à-dire que tout va bien, quoi. En fait, il faut peindre le tombeau en blanc. Ce monsieur est un bâtisseur de tombeaux blanchis. Robert Bourgi. C'est un bâtisseur de tombeaux blanchis. À partir du moment où il utilise la terminologie de l'erreur, c'est-à-dire de l'euphémisme, de la litote, il est dans le révisionnisme et le négationnisme. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques de la France ne peuvent pas tomber sous la catégorie conceptuelle de l'erreur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une erreur. Ce sont des fautes. Ce sont des infractions criminelles. Dans la catégorisation des infractions, on a ce qu'on appelle les contraventions. On a ce qu'on appelle les délits et les crimes en droit français. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques de la France en Afrique appartiennent à la troisième catégorie des infractions. Ils appartiennent à la catégorie des crimes. On ne commet pas de crimes par erreur. Le criminel est un fautif. Ce n'est pas un erratif ou un errant. Maintenant, il va utiliser une autre métaphore qui est encore plus moqueuse, plus ignominieuse, pour parler des relations entre la France et l'Afrique. Quelle est la métaphore? Dans la conception et dans la réalisation des relations franco-africaines, il n'en sortira que du bien. Qu'est-ce que les Africains, franchement, au fond de vous-même, ont en commun avec les Russes? Quelle langue ils vont parler entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Turcs? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Chinois? Donc Robert Bourgi veut nous dire que les Africains sont du même groupe sanguin que tous les peuples de France. Uniquement parce qu'ils parlent français comme les Français. Mais alors, et ceux qui parlent anglais, qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Français? Pourquoi Emmanuel Macron est allé au Kenya? Bourgi. Qu'est-ce qu'il cherche au Kenya? Pourquoi l'armée française va se réinstaller au Nigeria? Est-ce que le Nigeria est francophone? Est-ce que le Kenya est francophone? Pourquoi l'armée française est là-bas? Pourquoi l'armée française, pourquoi la France a des relations avec l'Égypte et développe des relations avec l'Égypte? Parce que l'Égypte est tellement francophone. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il nous dit que les Africains ont quelque chose de commun avec les Français parce qu'ils parlent français. Mais qui vous dit que les Africains ne parlent pas aussi russe? Et que les Russes ne parlent pas de langues africaines? Moi, j'ai visité l'Institut d'études africaines de Moscou. J'ai été frappé par le nombre de Russes spécialisés dans l'étude, la connaissance des langues africaines. Moscou est l'une des capitales qui a la plus grande mémoire des luttes anti-impérialistes et anticolonialistes africaines. Une université entière dédiée au président Patrice Emery Lumumba. Quand vous vous promenez dans le métro de Moscou, vous trouvez des fresques consacrées à la lutte, à la guerre d'indépendance contre les pays occidentaux, guerre menée par les Africains. Vous allez dans des salles de cours de l'Institut des peuples africains de Moscou et vous avez le portrait du camarade Agustin Honeto qui préside dans les salles. Des grands Africains qui sont salués et reconnus dans la mémoire soviétique, la mémoire russe. Il demande ce que les Africains ont de commun avec les Russes et les Chinois. Réponse très simple, M. Bourgi, qui joue à l'ignorant. Les Africains ont de commun avec les Russes et les Chinois
qu'avec les Russes et les Chinois, ils ont combattu les colons français, les colons occidentaux. La Russie, sous la forme de l'Union soviétique aussi, et la Chine ont aidé les peuples africains à combattre le colonialisme. Ça ne fait pas de lien, ça. Entre ceux qui nous ont colonisés et ceux qui nous ont aidés à combattre les colons, avec qui on a des liens, une vraie foutaise. Il dit, qu'est-ce que les Africains ont de commun avec les Russes? Les Russes sont des êtres humains, les Africains aussi. Votre problème dedans, c'est quoi? Est-ce que c'est à la France de dire aux Africains avec qui elle doit marcher? Mais c'est l'un des problèmes qui m'a amené, eh bien, à prendre toutes mes responsabilités en France. Je suis un intellectuel, citoyen français adoptif, d'origine africaine. Je travaille pour la libération de la communauté africaine. C'est cela le but de mon œuvre politique, philosophique, depuis plusieurs années. Je pars de Paris pour aller visiter Moscou, pour voir la Russie de mes propres yeux. Macron me fait traîner dans tous les tribunaux de France et de Navarre au motif que je serais devenu un agent russe. Parce que dans la tête du petit Macron, du petit monsieur immature de Macron, un Africain n'a pas le droit de se rendre dans un pays du monde qui n'a pas été validé par lui, Macron. Quand c'est Macron qui va s'asseoir sur une longue table à Moscou, c'est normal. Quand c'est un Africain qui va à Moscou, qui visite la capitale, eh bien, de la Fédération de Russie, Macron se comporte comme s'il avait perdu un esclave qui est sorti de sa senza là. Ces petits messieurs-là qui sont à la tête de la France pensent encore pouvoir dicter à un Africain les pays dans lesquels il doit aller. Moi, j'ai refusé cela. J'ai refusé cela. Tout pays du monde où l'autorité du pays accepte de m'accueillir et que je veux visiter, j'irai. C'est cela quand même la définition du philosophe. Quand j'allais donc en Fédération de Russie, je me suis mis à l'aéroport à Paris-Charles de Gaulle. J'ai dit, me voici, je vais prendre un avion, je vais à Moscou. Je suis allé à Moscou. Vous ne m'avez pas vu à Moscou. Et c'est ça, joindre l'acte à la parole. J'y suis allé, j'y suis retourné. Et chaque fois que j'aurai l'occasion de visiter la Fédération de Russie, j'irai. Je ne fais pas partie des Africains à qui on interdit d'aller où ils veulent aller. La génération dont les leaders sont les présidents Goïta, Tiani, Traoré, cette génération-là, vous ne nous dicterez jamais plus où nous allons. Donc, Robert Bourgi, qui vous a autorisé à commenter les choix de relations internationales des Africains? Pour qui vous vous prenez? De quel droit vous appréciez les relations russo-africaines? Notamment, de quel droit vous les dépréciez? Vous pensez que sur quelle échelle de mesure les Africains peuvent mettre sur le même pied d'égalité la France qui a combattu l'Afrique et la Russie qui a aidé l'Afrique à combattre les puissances coloniales? Et il continue, il y a une autre métaphore qu'il utilise Avec les Turcs. Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Chinois? C'est des humains. Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Allemands? Ce sont des humains. Avec la France, c'est un vieux couple. C'est un vieux couple qui a... Voilà la métaphore que monsieur utilise, un vieux couple. Mais est-ce que l'Afrique a jamais demandé un jour à la France de commercialiser les Africains? C'est l'Afrique qui a rédigé le Code noir de Colbert en 1685. Il y avait un Africain sur la table de rédaction. Quand on dit couple, un couple, ça se fait à deux. Le royaume de France a décrété que les Africains étaient des marchandises, sans les Africains. La France et ses partenaires européens, occidentaux, se sont partagés l'Afrique sans les Africains. La Russie était là, la Russie a refusé de prendre sa part. Un diplomate russe était présent à Berlin, lors du fameux congrès 84-85. Pierre Kapnicht, il a refusé, sous l'empire du tsar Nicolas III. Il a refusé. Il a refusé. Il a refusé. En direct, je rappelle tout de suite. J'ai presque conclu. Je rappelle tout de suite. Un instant, mes chers amis. Je m'excuse auprès d'un de mes amis. Je m'excuse rapidement avant de conclure.
Un instant, mes chers amis, excusez-moi. Très bien. Et donc, Robert Bourgi décrit la relation entre la France et l'Afrique comme étant un mariage. C'est quel mariage ça? Un mariage où il y a une seule personne qui a signé le mariage, l'autre n'était pas là. Vous avez déjà vu ça où? Comment peut-il décrire la relation franco-africaine comme un mariage? Quand Colbert écrit le Code noir, est-ce que les Noirs sont là pour signer quelque chose avec lui? Les Africains sont là pour signer quelque chose avec lui? Comment il appelle ça mariage? Quand les Occidentaux se partagent l'Afrique,